Bonjour et bienvenue à ce séminaire du CEDEP 2017 à Thessalonique. Claude Louzoun, notre ami et président fondateur du CEDEP 1989, était soucieux d'articuler clinique, droit et politique, c'est-à-dire d'inscrire nos pratiques cliniques dans le champ politique et d'inscrire les patients psychiatriques au sein des droits de tout citoyen. Depuis 3 ans, nous tentons de penser, face au terrorisme économique et religieux, c'est-à-dire politique, et aux nouvelles formes d'exclusion, comment des formes de résistance ici et là existent et dont nous pourrions témoigner. Nos lucioles, dans la filiation de Pasolini et Georges Didier Huberman. Pour ces 27e journées, un mot s'est imposé à nous, refuge, et ce qui en fait symptôme aujourd'hui, les migrants, et un lieu, Thessalonique. Car Thessalonique, cité cosmopolite, a été depuis sa création un lieu de refuge, un point de passage, une étape de migration et une zone de fracture des diasporas nord-sud, est-ouest, qui jalonnent l'histoire de l'Europe et l'effondrement des empires ottomans et russes. Tour à tour macédonienne, bulgare, longtemps turque, depuis peu grecque, ville de naissance de Nazim Hikmet et de Mustafa Kemal, elle a de tout temps accueilli les Juifs d'Europe persécutés, jusqu'à représenter, début XVIe, 60% de la population. La communauté juive salonicienne a participé largement au rayonnement économique et culturel de la ville. À la veille de la guerre mondiale, ils sont encore 50 000. Quasi tous mourront dans les camps. Charlotte Delbo, qui voit les femmes juives saloniciennes arriver au camp de Birkenau, où elle est internée, témoigne. Dans « Aucun de nous ne reviendra », page 85, et « La mémoire et les jours », page 75, ainsi que Primo Levi pour les hommes, Auschwitz. Je voudrais brièvement raconter les conditions de réalisation de cette rencontre, aujourd'hui. Le projet naît l'an dernier à Bruxelles, où sont intervenus des collègues grecs, des dispensaires autogérés d'Athènes, via le réseau européen Santé mentale démocratique, en la personne de Manolis Kostadinos, Jean-Pierre Martin, Philippe Gasser, pour ne citer qu'eux, qui appartiennent et à ce réseau et au CEDEP. Ensuite, nous en parlons avec Anna Angelopoulos. Nous participons à la même fédération d'ateliers de psychanalytique à Paris, elle a un ami d'enfance, Grégoris Abazouglou, en France pendant 10 ans, est revenu chez lui à Thessalonique, puis Kostadinos Titselekis, le maître d'œuvre local qui nous accueille aujourd'hui dans son université. Un autre rhizome, Véronique Naumgrap, le HESS, l'École des hautes études en sciences sociales, la recherche en anthropologie, toute une réflexion sur les migrations, les zones frontières, l'hospitalité. Michel Lagier, que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous. Un autre rhizome encore, belge celui-là, via Charles Burkel et Éric Messens, piliers de toujours du bureau du CEDEP, nous permet d'accueillir Xavier Briquet et Pascal de Rieder. Enfin, un rhizome suisse, à la puissance organisationnelle sans faille, en la personne de Bruno Gravier, notre secrétaire général à vie. Remerciements à tous et à chacun pour avoir permis que le projet prenne forme dans cet entrecroisement rhizomatique. Au-delà de l'anecdotique, si je rapporte ce montage, c'est qu'il est à l'image de ce qui se trame en permanence dans les interstices de cette société ultralibérale meurtrière. Construire des rhizomes, plus ou moins souterrains, loin des projecteurs, porteurs de vie, de volonté, de comprendre, des rhizomes proliférants, vecteurs de multiplicité, d'amitié, de solidarité. Une citation.
Svetan Todorov, bulgare émigré en France, je cite, « À la différence des arbres, les hommes n'ont pas de racines, ils ont des jambes. » Devoir et délices, 2002. Depuis la nuit des temps, 8 millions d'années dit-on, les hommes se sont toujours déplacés au gré des besoins de subsistance, des variations climatiques. Après tout, c'est notre origine commune africaine. La sédentarité ne s'est imposée que depuis 10 000 ans, pardon. Et encore, elle n'a jamais empêché les déplacements de population. Phénomène de toujours, appelé à durer, il nous importe de sortir de la pression de l'urgence. Et lorsque l'on nous parle de crise, ce n'est peut-être pas tant d'une crise migratoire qu'il s'agit, que d'une crise de l'hospitalité de nos sociétés, d'une crise de l'Europe face aux migrations. En effet, pourquoi, en cette ère d'une mobilité spatiale accrue et de sa valorisation, en quoi les migrants posent-ils tant de problèmes au point que l'on parle d'une crise migratoire majeure? Pris dans les raies des discours sécuritaires, devenus les emblèmes des pires dangers qui nous menacent, ils sont livrés aux passeurs et stagnent dans des zones de non-droit, en attendant de pouvoir revivre peut-être. Cette question, je crois, constituera la toile de fond de nos échanges de ces 2 jours. Refuge. La notion de refuge est large. Elle a suscité des discussions entre nous aussi pour sa traduction. On peut aussi bien se réfugier sous un auvent, pour se protéger de la pluie, que se réfugier à l'étranger quand son pays est devenu invivable. Enfant, face à la peur de l'inconnu, on peut se réfugier dans les jupes de sa mère. Nous voulions poser plus largement la question de refuge possible dans le contexte qui est le nôtre, refuge pour nos patients psychiatriques, pour les migrants, pour les pauvres, enfin pour tout un chacun d'entre nous. Les synonymes possibles, abri, asile, hospitalité, havre, port. Dans tous les cas, le refuge implique un dedans protecteur d'un dehors menaçant. On peut se reporter au film d'Herzog. Comme le refuge de montagne est un dedans entre 2 dehors, alors qu'en ville, par exemple, nos trajets sont entre des dedans, la maison, le travail. C.F. Frédéric Gros. Dans l'errance, il n'y a plus ni dedans ni dehors. D'où la nécessité vitale de reconstruire des tenants-lieux de dedans dans ces zones du dehors. Ces tentatives, tellement inventives parfois, que l'on peut entendre comme une nécessité de préserver un bout d'intime dans cet anonymat contraint. Asile, droit d'asile, une crise de l'accueil. Le glissement est facile pour nous psy de l'asile au droit d'asile, mais n'allons pas trop vite. Les asiles ont été un lieu d'enfermement des fous, après une période d'errance sur les rivières par exemple, chassés d'une ville à l'autre. Ces lieux sont vite devenus des lieux d'abandon, de maltraitance, de stigmatisation. Comme tous les lieux d'enfermement sont menacés de le devenir. Ainsi, le premier geste en cette période de guerre 39-45, de ce que l'on appellera plus tard la psychothérapie institutionnelle, a été d'ouvrir les portes des pavillons d'abord, puis de l'hôpital. Ouvrir les portes pour que les malades enfermés puissent circuler. Les ouvrir aussi pour accueillir d'autres proscrits, que sont alors les juifs et les résistants. Offrir un refuge où ceux-ci puissent se cacher à l'abri. Ce qui suppose la construction d'un réseau fiable de solidarité, d'abord avec les religieuses qui gèrent l'établissement, puis avec les paysans alentours. Dans cette ambiance pétiniste de délation, le risque était grand, ils l'ont pris. Aucune délation, aucun mort de faim pour les malades mentaux internés à certains bancs. Seules des valeurs éthiques peuvent remplacer la protection fictive des portes fermées. Et puis une autre chose apparaît de cette expérience. Il ne suffit pas d'être à l'abri ni de pouvoir circuler. Il importe aussi d'avoir quelque activité reconnue, partagée avec des membres de la société civile.
La psychothérapie institutionnelle nous enseigne qu'il nous faut travailler le milieu, l'ambiance, pour prendre soin de quelqu'un, fût-il fou ou venu d'ailleurs. Circuler, se poser, agir, ce sont ces mêmes droits fondamentaux qui sont mis à mal dans les camps, aux zones frontières, au sein du tissu urbain. Comment peut-on prendre soin dans de tels contextes? Quelle clinique? Marraine et Marcelo Vignard, des amis uruguayens, tous deux psychiatres et psychanalystes, opposants et victimes de la dictature, nous sommes dans les années 70, exilés en France pendant une quinzaine d'années, ont tenté de nous proposer une réflexion psychanalytique à partir de leur expérience, un livre qui s'appelle Exil et torture en 1989. Je ne m'attarderai pas sur la torture, qui n'est pas directement à l'ordre du jour, quoique, mais sur leur témoignage de l'exil, interrogeant l'intrication de la réalité politique extérieure et de l'espace intérieur, y compris par quel chemin la dictature s'insinue-t-elle dans notre subjectivité. Avec une première question, je cite, « Que se passe-t-il pour le sujet quand la réalité des faits réalise ou redouble l'univers du fantasme ?» Et puis, cette remarque terrible et banale, citation encore, « Nous traversons en exil l'exigence psychique contradictoire d'avoir à concilier le temps de repli nécessaire à un travail de deuil et une position forte et courageuse qui permettrait de faire face aux exigences de la survie. » Et plus loin, il souligne ce que les praticiens sur le terrain connaissent bien, citation toujours, « La confluence de la violence, des deuils, du dépaysement amène souvent à une tendance à la répétition de l'échec et au maintien d'une plainte mélancolique et agressive envers le milieu d'accueil vécu comme hostile. Tous les mouvements d'adaptation requis sont alors ressentis comme des agressions supplémentaires. » Le seul gros mot que je vais prononcer, agencement collectif d'énonciation et production subjectivité. Ouvrir les portes, abattre les murs, rendre les frontières poreuses, soit. Mais ceux-ci ne sont que la matérialisation de murs, autrement dangereux, des murs imaginaires, fantasmatiques, que certains érigent et que nous portons dans la tête. Les mots ne sont pas neutres, ce sont des mots d'ordre. Ils ne se contentent pas de désigner, ils invitent à agir. Les mots sont pris dans des agencements non seulement discursifs, mais performatifs. Des connotations s'accolent aux mots et sollicitent différents dispositifs juridiques, politiques, cliniques. Ces agencements ont des effets de subjectivation. Ce n'est pas la même chose de parler de fous, de malades mentaux, d'insensés ou de forcenés. Chaque dénomination renvoie à un corpus particulier et implique des réactions diverses. Les migrants désignent des personnes en mouvement. Ils sont émigrants mais pas encore immigrants. Le participe présent indique une action. Utilisés par les médias et les pouvoirs publics, les migrants désignent une foule compacte et anonyme en mouvement vers une cité. Ils équivalent à des chiffres. Des chiffres qui se noient, c'est beaucoup moins dur à assumer que des humains. Au mieux, ils ont une image, des visages pathétiques, de couleur sombre, racistes, populistes, le français d'abord par exemple, on est très bien là-dessus, et sécuritaires, amalgame migrants, musulmans et djihadistes. S'y joue l'opposition violente entre roman national, identité liée à un territoire, et identité multiple, ce que nous sommes de toute façon. Les déplacés, ça paraît un peu plus modeste, comme si on les avait juste changé de place. D'ailleurs, ça évoquerait des mobilités plus locales et ça nous concernerait moins, mais toujours aussi anonymes et maltraités. Parler d'exilés est pris dans d'autres agencements. D'Ulysse à Stefan Zweig, toute une littérature d'exilés témoigne de l'histoire du monde et de ses avatars. Hannah Arendt et Bertolt Brecht contestaient déjà l'appellation de réfugiés. Nous avons fui, nous sommes des exilés. Notre itinéraire vaut pour identité. Dans les murs invisibles, mais redoutablement efficaces, juste un mot sur l'arrogance. L'arrogance des fins de nos recevoir, l'arrogance des refuseurs de refuge. Ce n'est pas une idéologie, quelque chose qui peut se discuter, qu'on peut contre-argumenter. C'est une posture, faite de certitudes que l'on porte sur soi. L'arrogance de celui qui est sûr de sa position de domination,
Posture de classe, le geôlier par rapport aux prisonniers, les administrations et la police face aux sans-droits. Aujourd'hui, l'arrogance du chiffre comme mode de gouvernement. L'arrogance des instances européennes face à un gouvernement démocratiquement élu, la Grèce en l'occurrence. Trump serait notre dernier exemple en date de l'arrogance au pouvoir. Habiter la planète est un problème politique, et donc la question des migrants aussi. Le capitalisme effréné envahit les moindres recoins de la planète. Plus aucun espace n'est à l'abri de la mondialisation. Les Chinois sont en train d'acheter les derniers bouts de terre vierge en Afrique ainsi que quelques îlots perdus. Il va falloir que l'on s'arrange entre nous dans cet espace-là. Et tous les espaces ne se valent pas. Et alors que la mobilité devient la norme, l'être humain contemporain est fondamentalement déterritorialisé, le regard porté sur le droit à la mobilité de certains transforme potentiellement les migrants en envahisseurs. J'ai la chance d'être né dans un endroit où il fait quand même, et encore pour aujourd'hui, bon vivre, même si on a échappé des droits. Cela me donne-t-il des droits? Face à ceux qui voudraient le partager avec moi parce que le leur est devenu invivable, je devrais répondre « j'étais là avant ». Formule magique, usitée dans n'importe quel fil d'attente, cinéma ou distribution de soupe populaire, qui cache mal un droit du plus fort. Et puis la planète est en danger. Les questions écologiques pèsent lourdement sur notre devenir, y compris sur les mouvements migratoires futurs. Encore ne faut-il pas les réduire à l'environnement ou au climat. Je me réfère ici aux 3 écologies de Félix Guattari, 1989. Citation. Les perturbations écologiques de l'environnement ne sont que la partie visible d'un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d'être en société sur cette planète. L'écologie environnementale devrait être pensée d'un seul tenant avec l'écologie sociale et l'écologie mentale. Il en va là d'une recomposition des pratiques innovatrices individuelles et collectives au sein de nouveaux contextes technico-scientifiques et des nouvelles coordonnées géopolitiques. Tout un programme politique. Alors une petite luciole pour finir. Charlotte Delbourg, que j'ai évoquée au début de cette introduction, au camp de Birkenau s'était promis, si je rentre, pur délire ajoutait-elle aussitôt, si je rentre, j'irai en Grèce. Ce qu'elle réalisa en mai 1948. Elle raconte une scène anoblie. Une cohorte de prisonniers, l'armée populaire vaincue, traverse la ville pour être déportée sur l'île de Macronissos. Elle est saisie. Dans l'avancée de cette colonne, elle se reconnaît. Elle cherche désespérément dans son sac, y trouve un paquet de cigarettes entamé et d'un geste précis, le jette. Un homme, d'un geste preste, l'attrape. La colonne ne s'est pas ralentie, il n'a pas tourné la tête, leurs regards ne se sont pas croisés. Leurs gestes parlent pour eux. Elle sait qu'il sait qu'elle sait, ils sont du même monde. J'aimerais avoir la justesse de son geste. Je me dis que c'est peut-être ça aussi qu'il nous faut apprendre pour pouvoir partager cette planète en danger qui est la nôtre. Ce serait formidable si nos échanges de ces 2 journées pouvaient nous y aider. Merci. Merci beaucoup à Annick pour cette première introduction qui campe notre sujet. Je vais passer tout de suite pour aussi l'introduction à mon voisin. Merci. Donc, encore une fois, bienvenue à Salonique. Je pense que c'est une collaboration entre l'université, la Ligue des droits de l'homme de mon côté et vous, CEDEP. D'abord, cette discussion à Salonique. Donc, je ne vais pas ajouter des mots d'introduction comme l'a fait Annick, parce que c'est ce qu'il faut faire. On a une belle introduction pour notre discussion. Je vais seulement faire un commentaire sur Salonique. Pourquoi Thessalonique? On dit en grec que Salonique, c'était la mer des réfugiés. Ça s'inscrit dans le contexte de l'échange de population entre la Turquie et la Grèce après la fin de la guerre en 1922, désastre pour les Grecs, victoire pour les Turcs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés des autres, entre eux. Donc, tous les Turcs musulmans de Thessalonique sont partis
des Grecs de l'Asie mineure sont venus ici. Donc, le profil ethnique, religieux, linguistique de la ville a changé. La durée de la population est devenue plutôt grecque. Parce qu'à l'époque, la population grecque était la troisième population en termes de numéros. Donc c'était les juifs, les musulmans et les grecs. Et ce qui s'est passé après, c'était à la fin des guerres balkaniques, une décennie avant, après la guerre gréco-turque en 1922. On n'avait pas seulement des réfugiés en réception en ville, mais nous avions ceux qui voulaient partir d'ici. Donc il ne faut pas, parce que toujours on pense que c'est une ville d'accueil, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut compter ceux qui sont partis d'ici, parce qu'il y avait des choses qu'ils ont poussées en dehors de la ville. Donc il y avait des Bulgares, il y avait une communauté bulgare de la ville, qui était exterminée. Il y avait ceux des Vlachs, des Valaques pro-roumains qui sont partis aussi. Donc, on ne pouvait pas tolérer l'administration grecque. Donc, il y avait des Juifs avant l'Holocauste, qui sont partis pour la Palestine, des sionistes. Et bien sûr, on avait l'Holocauste. Là, on a la deuxième page radicale de changement. Donc, bien sûr, c'était les nazis qui ont fait le boulot. Donc, la ville est devenue, encore une fois, plus grecque qu'auparavant. C'est ça. Donc, dans les années 50, 60, 70, la ville est devenue grecque. Pourquoi? Tous les trônes sont perdus. Et la mémoire, c'est la ville grecque, la ville byzantine, c'est le passé glorieux de la ville, tout ça. Donc, on a créé ce qu'on appelle la continuité historique d'un profil ethnique donné. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on a commencé à avoir en ville, c'était les migrants dans les années 80, peu à peu arrivés ici. Du Moyen-Orient, des Palestiniens, des Libyens, il y avait des échanges avec le gouvernement socialiste à l'époque. Donc on a rencontré encore une fois l'islam, mais dans des doses minuscules. Donc ce n'est pas l'ennemi présent, les Turcs, les musulmans. Ça qui a changé le profil, encore une fois, le profil de la ville, c'était dans les années 90. Donc l'ouverture de la frontière avec l'Albanie, l'effondrement du communisme dans les autres pays aussi. Donc, on a dans la ville à peu près 100 000 Albanais, qui a changé beaucoup. Donc, on a commencé à discuter qu'est-ce qu'on va faire avec les migrants, une discussion que vous connaissez très bien en France et ailleurs en Europe. Et dans les années 2000, nous avons la vague de ceux qui viennent d'Afghanistan, Pakistan, Inde, Afrique. Donc, on a encore une fois une vague de gens qui viennent ici pour rester ou pour partir. Donc, la plupart des gens ne voulaient pas rester ici, ils voulaient partir pour l'Europe. Donc, pour eux, ce n'était pas quelque chose pour l'Europe centrale, ouest. Donc, il y avait une ambiance un peu bizarre. On a créé des groupes de gens de solidarité avec ceux qui étaient mal vus par des autres. Donc, il y avait un discours politique, il y avait des programmes politiques dans des partis politiques pour ou contre les migrants. Ce qui est la dernière phase de cette situation, c'est les réfugiés. Les réfugiés qui viennent de la Syrie, de l'Afghanistan, encore une fois, c'est qu'on est là à discuter. Et je vais présenter maintenant la situation de cette image. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a, comment ça se passe au niveau juridique, politique. Et les réfugiés, une remarque en guise d'introduction, c'est comme Anna Arendt a dit à l'époque, ils sont des gens nus. Ils n'ont pas de doigts. Parce qu'ils ont coupé tous les liens, pas eux-mêmes, parce que la vie, le contexte
ont coupé tous les liens juridiques avec un État donné. Donc ça veut dire que si tu n'as pas une citoyenneté active, tu ne peux pas avoir un État protecteur de soi. Donc, ce qui est très important pour eux, c'est la reconnaissance de l'état des réfugiés, juridiquement parlé. Si ce n'est pas fait, tu es invisible, sans papier. Donc, c'est très radical le changement entre les deux. Donc, et on va voir maintenant que le droit européen international, il y a une construction autour de cette idée, le passage entre l'invisibilité juridique à la visibilité et la connaissance de la personnalité. Donc je peux continuer avec... Vous allez voir, vous allez sur l'écran. Ça va marcher. Bon. Comme vous le savez, on avait à peu près en 2015, on avait à peu près 1 million de réfugiés et migrants qui sont passés à travers la Grèce. Donc, parmi eux, personne n'est resté en Grèce. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, nous avions 1 million de gens qui sont traversés la Grèce dans 18 mois vers l'Allemagne, parce que c'était le pays de destination, c'est Autriche, Allemagne, Suède. Donc, vous pouvez voir ici, c'est une carte, un schéma plutôt, où nous avons la Turquie. On peut pointer. En droite, la Grèce est en gauche et l'Europe c'est en haut. C'est la Turquie, la Grèce. Okay. Bon. Toute cette flèche représente le mouvement migratoire des gens. Sont en ligne continue, disons, sont les mouvements légaux. Donc, si tu peux le faire, tu as des papiers ou tu as une autorité qui te donne des papiers pour le faire. Avec les lignes, comment dire, pointillées, vous avez les routes illégales. Donc, ça change. Un facteur très important pour comprendre ce qui se passe pendant ces deux années, c'est qu'on a le changement radical et très rapide du contexte politico-juridique qui gouverne le schéma. Donc, on a un principe très important dans le droit international des réfugiés, le principe de non-refoulement. Ça veut dire que tu ne peux pas jeter quelqu'un en dehors de tes frontières dans un pays qui n'est pas sûr, sécurisé, au terme légal et politique. Donc, tous ceux qui sont dans un pays ne peuvent pas jeter ou pousser en dehors. Donc, il y a un droit de transpasser la frontière légalement. Donc, c'est ça tout d'abord, nous avons un argument politique par des gouvernements européens, comme Trump, qui ce sont des gens envahisseurs de nos pays.
des gens sans papier, disons. Mais bien sûr, ils sont sans papier parce qu'ils ne peuvent pas avoir de papier, mais ils ont le droit de passer, de transpasser la frontière. Et là, il y a une obligation de l'État de recevoir et de trier, disons, et de constater le statut juridique s'il y a un droit en asile ou s'il n'y a pas. S'il n'y a pas, là, il retombe dans la catégorie des sans-papiers. S'il y a un droit à l'asile, il faut être traité en tant que réfugié. Ça, c'est très, très fondamental que déjà, nos gouvernements, il y a 10 ans, ils ont commencé à jouer avec les termes politiques qui ne correspondent pas à la vérité juridique, à moins qu'ils changent le droit des réfugiés. Mais ce qui s'est passé, ils ont commencé à changer le droit des réfugiés dans l'Union européenne. Et là, nous avons un grand problème. Qu'est-ce qui s'est passé? En mars 2016, et comme vous le savez, il y a ce fameux accord parmi les États européens ou l'Union européenne et la Turquie. Qu'est-ce qui se passe avec cet accord? C'est là, vous avez... C'est en anglais en tout cas, mais je pense. C'est le EU-Turkish Deal que la Cour de Luxembourg, il y a 2 mois, a dit non, ce n'est pas un accord européen ça. C'est un faisceau des accords bilatéraux entre les États membres et la Turquie. Pourquoi ils ont fait ça? Pour éviter le criticisme politique et aussi juridique de ce qu'ils ont fait. Parce qu'avec cet accord, on a même violé quelques principes juridiques, comme le principe de non-refoulement. Aussi, il y a une autre clause qui dit que... Donc, l'accord est très simple. Ils disent que si quelqu'un passe de la Turquie en Grèce, il faut être retourné en Turquie. Et si un Syrien est retourné en Turquie, un Syrien, un autre Syrien, ça c'est absurde, mais un autre Syrien va être retourné de la Turquie à un pays européen. Donc ça, ce n'est pas agréable. Donc ça, c'est une clause qui ne va pas avec le système juridique qu'on a en Europe. Donc, le deuxième problème qui s'est créé, c'est qu'on a une frontière ici, interne, je ne sais pas si c'est bien, vous devez le voir, cette ligne verticale en Grèce. Ici, on a les îles grecques de l'Est, et voilà, ici c'est l'Est. Donc, quelqu'un qui passe de la Turquie dans les îles n'a pas le droit de continuer. Ça c'est contraire à la constitution grecque aussi, bien sûr, à toutes les normes juridiques en Europe. Donc, il va être là jusqu'au moment qu'il soit retourné en Turquie. Là, nous avons un problème énorme, la liberté de circulation des gens. Et on a aussi le phénomène de ces gens. Voilà, donc il y a une tendance de passer des îles en Grèce, à Salonique. Et on a des passeurs. Donc on a des passeurs en Grèce. Et c'est quelque chose d'inédit. Là, vous avez le Balkan, la route balkanique, disons. C'est de la Grèce à travers la Macédoine, la Serbie, Slovénie, tout ça. C'était à travers là que l'1 million de réfugiés a passé il y a 2 ans. Maintenant, on sait que ça marche pour 600 personnes par mois. Ça veut dire qu'il y en a des gens qui passent. Donc ça veut dire aussi, on sait bien qu'il y a des gens à peu près 50 ou 30 par jour qui passent de la Turquie en Grèce. Bon, qu'est-ce qui se passe en Grèce et en Europe? Parce que
la situation en Grèce est bien liée avec la situation en Europe. Donc on a le droit européen ici maintenant, avec toutes ces directives. Il y a deux voies pour aller en Europe, disons. Je dis Europe. Donc c'est la relocalisation. C'est quoi la relocalisation? C'est le système de quotas, à travers des quotas, que tous les pays européens se sont imposés, disons, par le Conseil, de recevoir un nombre fixe de réfugiés de l'Italie et de la Grèce. Mais les nombres sont trop petits. Au total, c'est à peu près moins de 200 000. Le quota pour la Grèce, c'est 50 000, 55 000. Et maintenant, c'est une coïncidence que ceux qui sont restés en Grèce sont 55 000. Donc, on pouvait dire que le gouvernement grec a le privilège d'avoir rempli son quota, on est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui sont restés? Ceux qui sont restés, se sont mis dans des camps dans les premiers 12 mois, dans des conditions plus ou moins acceptables, quelquefois moins qu'acceptables. Mais les gens, est-ce que vous pouvez imaginer, ne peuvent pas rester dans des camps. On passe maintenant dans la phase B, qui c'est le réétablissement des gens, des camps, dans on l'appelle des accommodations urbaines, dans les villes. Donc, il y a un programme avec le gouvernement, avec les ONG, avec les Nations Unies, de faire transporter les gens de camps dans les villes, dans des maisons. Mais ceux qui sont transportés, qui sont dans les maisons, dans des conditions meilleures, bien sûr, sont des gens qui sont en attente d'aller à travers la relocalisation en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, au Portugal. Mais ça dépend de la volonté des gouvernements de ce pays de recevoir. Donc, on a un système de tuyaux, disons, et si quelqu'un n'ouvre pas la fin de ce système, l'autre côté est bouclé. Donc, le système, ce n'est pas seulement la localisation ici, vers l'Europe, mais ça commence de la Syrie, de l'Afghanistan. Et il faut compter qu'en Turquie, on a à peu près 4 millions de gens en attente d'aller soit en Syrie, en attendant la fin de la guerre, bien sûr, soit continuer le chemin vers l'Europe. Donc, le premier problème, c'était la route balkanique qui a été bouclée par décision politique juste avant mars 2016. Donc on a deux facteurs pour comprendre pourquoi on n'a pas des gens en passant la mer Égée vers la Grèce. C'était là, ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas passer à travers la Grèce vers les Balkans et l'Europe centrale. Et après, c'était aussi l'accord entre l'Europe, l'Union européenne et la Turquie. Mais en attendant la relocalisation, qui va très lentement, et la fin de ce système, c'est dans 3 mois d'ici, et aussi en ayant sur les mains l'autre possibilité, qui c'est la réunification familiale. Donc, ça, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si quelqu'un est déjà dans un pays, en France, en Allemagne, en Autriche, il peut se réunifier avec les membres des familles qui sont dans un pays ailleurs. Okay. Mais là, on a encore un problème, que ça va très long. Donc l'Allemagne a annoncé, ça fait quelques semaines, qu'elle va recevoir seulement 70 personnes de la Grèce par mois. Ça devait être 1000 personnes par mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont en Grèce, ils perdent l'espoir de continuer en Allemagne, en Autriche ou en France. Ils savent maintenant qu'ils très probablement vont rester en Grèce.
Donc, on tombe dans la question très très importante, dans quel statut vont rester. Les Syriens ont un espoir de devenir enfin réfugiés. Et on a déjà 10 000 parmi eux qui sont devenus réfugiés. Mais il y a une ironie ici, que déjà, je pense, la moitié parmi eux sont déjà partis. Même ils ne savent pas qu'ils sont devenus réfugiés à Grèce. Parce qu'ils essayent tous les moyens de traverser la mer vers l'Italie ou dans un camion, je sais pas, à travers l'Albanie. Donc, c'est un peu absurde, tous ces schémas. Mais le problème politique, c'est que l'Europe elle-même a commencé à couper ou à détruire les bâtiments de droits de l'homme et de tas de droits qu'il a fait construire pendant 70 ans. Donc, c'est ça l'argument politique qu'il faut, pour moi, il faut dire, il faut comprendre que ce n'est pas seulement les détails qui violent les droits de l'homme au premier niveau, à l'encontre de ces gens, et c'est très mal, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement eux, c'est nous, c'est notre société, c'est notre Europe. Si on commence à couper à travers des normes juridiques, à travers des décisions de cour, de couper peu à peu les droits des réfugiés, mais ce n'est pas les droits des réfugiés, c'est le système juridique et politique à nous-mêmes, c'est un signe très mauvais, je dirais, que l'Europe va vers, je ne sais pas où. On a Trump a dit, oh, regardez Trump, qu'est-ce qu'il fait, mais l'Europe, qui est plus civilisée, disons, il y a une histoire de droits de l'homme et tout ça, mais il ne faut pas oublier que c'est très précaire. C'est seulement 60 ans. Donc, on ne sait pas comment va développer cette situation. Il ne faut pas aussi oublier que la guerre est là, bien nourrie par les intérêts économiques de ceux qui vendent des armes et ceux qui achètent du pétrole. Et qui sont, c'est nous. C'est nous. Il ne faut pas oublier ça. Donc, la dernière question, je dis seulement le titre parce que je n'ai pas le temps, c'est l'intégration. Intégration, donc, on va encore dans les politiques de nous, de nos sociétés, comment intégrer ceux qui vont rester à vie, ceux qui vont rester à mi-terme, mais personne ne sait c'est quoi c'est mi-terme, parce qu'on fait des plans politiques, eux ils font des plans à vie, mais bien sûr il y a des contextes juridico-politiques, économiques, qui vont changer de vie, nous, eux, tout le monde. Donc, éducation, emploi, et bien sûr, accommodation. C'est très important pour tous ces différents niveaux d'intégration pour ces gens. Je veux terminer peut-être avec cette idée de retourner les gens, d'où je commençais, de retourner les gens en Turquie. Donc, le mot-clé juridique et politique, c'est la possibilité de retourner quelqu'un. En fait, c'est une sorte d'expulsion, de ne pas accepter quelqu'un. Et le retourner dans un pays qui n'est pas, on dit safe en anglais, sûr, hein, un pays sûr. Qu'est-ce que ça veut dire sûr? Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le risque d'être cabriolé par exemple. C'est d'avoir
un processus, une procédure d'asile, une vie avec des moyens de vivre, et de ne pas subir le refoulement dans un autre pays tiers. Donc, en Turquie, à ce moment, on n'a pas ces trois conditions. On a pas mal de cas de refoulement, même en Syrie, Afghanistan aussi. Parenthèse, même l'Union européenne a commencé, ça fait 5 mois, de retourner des gens en Afghanistan. Ça, c'est horrible, si on parle de ça. La Turquie a elle-même, à cause de la situation politique que vous connaissez bien, a enlevé la force de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est pas une question d'interprétation si la Convention des droits de l'homme est en force, mais c'était le gouvernement qui l'a fait ça. Donc on n'a pas un état de droit. Et je pouvais vous énumérer des détails pour ça. Et bien sûr, il n'y a pas de moyens. Et au niveau pratique, c'est normal, je disais, parce qu'il y a 4 millions de réfugiés de la Syrie seuls en Turquie. Donc, la Commission européenne, le Conseil européen, le gouvernement grec aussi, ont passé des lois, des programmes politiques, en disant toujours, a priori, que la Turquie est un pays sûr. Ça, c'est un problème énorme pour notre état de droit. Parce qu'en tout cas, pour savoir si l'État est sûr, il faut le constater sur un cas spécial, un cas donné. Et je peux vous dire que la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, ça fait 5 ans qu'ils ont déclaré la Grèce un État non sûr, parce que pour ceux qui étaient retournés de Belgique. La fameuse affaire MSS vers de Belgique et Grèce. Donc, il faut reconstruire l'argument de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit. Parce qu'on voit pendant ces 2 ans ce qu'il appelle la crise des réfugiés. Ce n'est pas une crise des réfugiés, c'est une crise de réception des réfugiés. Et bien sûr, c'est une crise politique pour les gouvernements politiques et les institutions européennes qui changent peu à peu, qui détruisent peu à peu cette construction européenne qu'on a construite, qu'on a fait. Bon, je vais terminer ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé. Très clair, rien que la vision de la carte déjà montre la complexité de la situation. Et c'est vrai, alors donc je pense qu'on va d'abord, avant la pause, avoir un temps de discussion. Oui, mais je pense que si on met... La pause sera après... Non, mais on peut avoir... Oui, 10 minutes de discussion, parce que je pense que c'est dommage de reporter après les discussions, l'ensemble des discussions. Je voulais juste dire, peut-être pour lancer, qu'effectivement, l'accord Turquie-Europe, il y a un saut qualitatif. Moi, je veux dire comme ça, il y a un, je ne suis pas juriste, mais il y a un saut qualitatif, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse échanger déjà officiellement dans un texte légal, dans un accord, l'idée qu'on puisse échanger 2 personnes même, rien que ça, sans connaître forcément bien les différentes parties de l'accord, est déjà quelque chose de parfaitement indigne. Et ça n'a pas soulevé d'émotion. Enfin, si. Je suis aussi membre en France de la Ligue des droits de l'homme, donc il y a pas mal de, notamment la Ligue des droits de l'homme, mais beaucoup d'associations de gens qui se sont indignés de cet accord. Mais le simple énoncé qu'on puisse échanger un pour un, des hommes comme des marchandises, est déjà en soi quelque chose de tout à fait effarant.
Donc, Bruno, comme tu es discutant, Donc quelques réflexions que m'ont fait venir dans l'exposé d'Annick celui de Costis. Moi, je pensais, j'associe un peu à la question du statut de victime, à la difficulté de la reconnaissance du statut de victime, indépendamment de la question du refuge. Le statut de victime, c'est quelque chose qui est, dans nos sociétés actuelles, qui est extrêmement difficile à faire reconnaître. Et puis je vous renvoie aux travaux de Vincent Grashman, je ne me rappelle plus le titre du livre, mais sur le statut de victime. L'Empire du traumatisme, voilà, c'est ça. Et la thèse de Grashman, ça, c'est dire si la personne n'a pas été traumatisée, si elle n'a pas été l'objet d'un débriefing, d'une prise en charge spécifique, ça veut dire qu'elle n'est pas victime. La victime, le statut de victime implique obligatoirement une prise en charge compassionnelle, structurée autour de toutes les techniques actuelles de prise en charge des victimes. Et ça reste très fort. Le statut de victime n'existe pas dans beaucoup de pays. En Suisse, il y a une loi sur l'aide aux victimes. Une victime, c'est une personne qui dit avoir été victime d'une agression. Point. Il n'y a pas besoin d'avoir faire étalage de la souffrance, étalage de des besoins psychiques pour être reconnu comme victime. Et c'est quelque chose de très fort. Je m'occupe de personnes qui sont victimes de mobbing, de harcèlement au travail, et qui sont dans des procès, qu'on appelle maintenant des lanceurs d'alerte. Et au cœur de procès, par exemple, si les gens ne peuvent pas faire la preuve qu'ils sont atteints d'une dépression sévère, qui les a complètement invalidés, leur parole autour du harcèlement dont ils ont été victimes est mise en doute. Elle n'est pas crédible. Il y a quelque chose, elle n'est pas reconnue. Ce détour-là pour revenir à la question du statut des réfugiés. Le statut juridique, je crois qu'effectivement, il est absolument central. C'est fondamental et on y est tous confrontés. Le statut des réfugiés et puis il y a le statut compassionnel des réfugiés par rapport à eux. Et je pense qu'il y a tout un mouvement qui fait que les réfugiés peuvent être dignes de notre intérêt thérapeutique, de notre intérêt humanitaire, de notre intérêt militant, s'il y a quelque chose de compassionnel. C'est Annie qui disait les réfugiés sont sans histoire, ils sont déshistoricisés. Donc on recrée une histoire compassionnelle à travers les épreuves qu'ils ont vécues. On rencontre souvent dans nos pratiques, je crois, les uns et les autres, qui ont traversé l'Afrique, la Libye, qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions atroces. Cette compassion justifie quelque part un statut qui est celui qu'on doit accorder à ceux qui ont été victimes de grandes souffrances, de grands traumatismes. Si ces gens ne peuvent pas avoir ce statut de traumatisés, ils sont délinquants. Ils sont délinquants, là ils deviennent sans papier, sans droit, sans reconnaissance. Et donc, c'est pour ça que je pense que la question du statut, ce que tu dis, pouvoir que les gens savent qu'ils ont droit à un statut de réfugié de par les conditions, de par le fait qu'ils sont partis d'un endroit où ils ne pouvaient plus rester, indépendamment de tout ce qui a pu accompagner, toutes les horreurs qui ont pu accompagner leur parcours migratoire, c'est absolument fondamental parce qu'effectivement, sinon on crée une population de gens non seulement sans statut, mais qui sont assimilés à la transgression, à la population délinquante ou délire, enfin à tout ce qui peut susciter la peur. C'est les dealers, qui travaillent en prison, beaucoup de gens qui se retrouvent dans des parcours de délinquentiels parce que quelque part ils y sont amenés de façon incidentelle. Et autour de là, je crois qu'il y a
la question du statut, puisqu'on est aussi des thérapeutes et des soignants, c'est la question de l'accès aux soins, du droit à l'accès aux soins équitables pour ces personnes-là, et que une des questions qu'on doit se poser, nous, c'est il y a l'accès aux soins, je dirais, de façon très lapidaire et résumée, schématique, à ceux qui sont dans les camps, l'accès aux soins humanitaires, pour lequel on va se mobiliser, pour lequel il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'engager. Mais comment est-ce qu'on permet que l'accès aux soins dans la cité puisse se faire de façon, effectivement, et ça veut dire redonner à ces personnes une citoyenneté équitable par rapport aux autres citoyens du pays. Il y a un principe qui est très, très important en médecine pénitentiaire, c'est que les détenus, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, c'est un principe reconnu par les organisations supranationales, ont droit au principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, c'est pas avoir droit aux soins d'urgence, c'est avoir droit aux soins auxquels ceux du pays dans lequel, auxquels les citoyens du pays dans lequel les personnes sont incarcérées ont droit. C'est-à-dire le droit à l'assurance sociale, le droit à l'accès non discriminé. Et c'est un principe qui est actuellement, dans beaucoup d'établissements, particulièrement mis à mal. Parce que, quelque part, on a intériorisé le fait que cette équivalence, elle n'est pas licite, elle n'est pas statutaire. D'où l'intérêt de pouvoir effectivement reposer et revenir régulièrement avec cette question du statut, donne des droits à ces citoyens qui sont effectivement issus d'autres pays, qui n'ont pas ces liens, je disais, qui n'ont plus d'état protecteur. Voilà. Oui. Allô? Oui, donc déjà, il faudrait que nous... Moi, je veux remercier Kostis, pas seulement pour son brillant exposé, enfin, brillant dans sa clarté, et j'en reviendrai, pourquoi, mais aussi pour tout le travail qu'il a effectué pour que ce séminaire ait lieu. C'est très important de dire ça. Maintenant, je ne suis pas du tout d'accord, parce que après ce que Kostis nous a dit, les choses sont très claires, alors que après ça, clair, justement, va nous dire qu'elles sont compliquées. C'est tout simplement, c'est un état de non-droit. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le déni du droit à la fois national et international. Et s'il y a des trafiquants aujourd'hui en Europe, c'est tout simplement les gouvernements européens, y compris le gouvernement grec d'ailleurs. Il ne s'agit pas d'un texte de loi, c'est une déclaration qui n'a aucune vigueur, qui n'a de vigueur que parce qu'il y a des gouvernements nationaux qui décident d'assumer la responsabilité d'appliquer un texte contraire au droit international et européen, dont la Convention de Genève. C'est là où est le nœud du problème. Alors, tu disais, Kostis, que le gouvernement turc n'applique plus la Convention des droits de l'homme. Mais moi, je voudrais rappeler aux gens qui ne sont pas français, parce qu'il y a beaucoup de non-français ici dans cette assemblée, que parmi les candidats à la présidence de la République française, on a beaucoup parlé de l'extrême droite de Marine Le Pen, mais c'est important de dire aussi qu'un des candidats, François Fillon, le candidat du parti Les Républicains, s'était exprimé très clairement en disant que la Cour européenne des droits de l'homme, il n'en a rien à faire, qu'il n'a aucune intention d'appliquer ces décisions. Alors, aujourd'hui, on a un autre président, c'est pas celui-là, enfin, il y a eu un jeu de chaises musicales, là, où il y a l'un qui a pris la place de l'autre, Emmanuel Macron, donc, qui reprend beaucoup des projets politiques de François Fillon, par exemple, les décrets par
le démantèlement du droit du travail par ordonnance, et je me demande s'il ne va pas le suivre aussi dans cette voie du déni de la, du droit européen, quoi, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce sont ça les vraies questions, hein, je crois que c'est très simple, et justement, on s'y perd un petit peu, mais vous savez, c'est un petit peu comme toutes les arnaques, hein. Quand on veut vous arnaquer, on va vous servir un discours qui a l'air avec des tas de complexité dans les coins et tout. On appelle ça en langue française de l'enfumage, quoi. Hein, ça, c'est pas... voilà. Et moi, franchement, je ne vois pas du tout ce que la victimologie vient faire là-dedans. Hein. Ou le compassionnel, ou le soin. Mais on y reviendra. Hein. Je pense que c'est aussi une autre manière de noyer le poisson, de se voiler la face et de fermer les yeux devant ce scandale international, politique, légal qui est en train de se produire sous nos yeux. Merci. Alors, il y avait Véronique Langrap et puis au fond, Pascal Boissel, puis après on va faire la pause. Sauf si quelqu'un veut... Voilà. Merci. Merci pour ces deux exposés que j'ai trouvés à la fois très complémentaires et formidables, importants. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il me semble que, sans reprendre la problématique politique, il y a cette question de la conscience des citoyens, appelons ça comme ça. Il me semble que pour déshumanitariser la question des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme et les politiser, on ne peut pas avoir des déclarations d'intention, et une fois qu'on a dit plusieurs fois c'est horrible, on n'y arrive pas ou les attaques. Il me semble que quand la problématique des réfugiés arrive un peu sur les écrans, le réflexe de dire qu'il n'est pas un réflexe de compassion, mais qui est une espèce de prédicat à étudier en tant que tel, de dire c'est horrible, cet adjectif, cette façon de percevoir doit être déconstruite et critiquée, parce qu'en disant c'est horrible, on naturalise le malheur et on tourne le dos d'une façon extrêmement efficace, et voilà, et donc il faut penser le c'est horrible. Et justement, c'est là que j'ai une proposition. Il me semble que dans la tragédie que nous vivons, il y a des seuils qui sont franchis, invisibles, et notamment les morts en Méditerranée, dans les conditions qu'on sait, après être passés en Libye. Il me semble que ces morts en Méditerranée, ils sont morts trop jeunes, ils sont morts dans d'horribles conditions. La question doit être posée, qui les tue? Qu'est-ce qui les tue? Si je pose cette question, je ne suis plus dans l'humanitaire. Je ne suis pas dans la compassion, je suis peut-être dans le tragique parce que la situation elle est tragique et le tragique n'est pas pris en compte dans une société où on sanglote au match de foot, où on se roule par terre quand on a perdu un but et quand on dit qu'il y a un génocide, on reste tranquille et bien élevé, il y a un problème. Alors je n'appelle pas l'émotion parce que je n'y crois pas. On peut être ému à midi et à minuit on s'en fout complètement, le problème n'est pas là. Le problème c'est quand on dit c'est horrible, qu'est-ce qu'on fabrique? Il me semble que si on pose la question qui les tue, qu'est-ce qui les tue? Alors, on arrive à se dire, il ne s'agit pas de faire les grands jugeurs, inquisiteurs, etc. C'est pas ça du tout. On qualifie, ils n'auraient pas dû mourir. Ils sont morts, il y a un problème. Il y a des souffrances, il y a un problème. Et c'est injuste. Alors il y a, bien sûr, les passeurs, etc. D'accord, les vrais bandits, les mafieux, les violeurs, les assassins, ok. Mais il y a ce qu'on appelait les crimes de bureau, il y a des constructions, il y a ces violations, il y a les signatures. Il y a des gens qui se réunissent, qui ont le pouvoir de signer, etc., à tous les échelons, qui conduisent les trains, etc., qui construisent les murs. Et il y a les œillères. Il me semble que ça, il faudrait qu'un petit frisson les traverse, qui peuvent être frappés d'impunité. Je pense à l'OFPRA, je pense à beaucoup de gens qui ont tellement bonne conscience. Il faut faire un peu de mal à ça, parce qu'en politique, quelque chose est très intéressant pour les gens qui sont dans la violation non dite déniée des droits de l'homme, tout en disant que ils défendent les droits de l'homme, c'est la honte. Et pas une honte idiote en disant tu dépenses de l'argent, mais une vraie. Ah oui, tu défends les droits de l'homme à l'OFPRA? Eh bien, il va t'arriver des bricoles, il y a une ombre qui arrive, parce qu'on va commencer à qualifier ce que tu fabriques quand tu signes un papier et quand tu renvoies en Afghanistan, parce que c'est pas non-assistance à personne en danger, c'est mise en danger des populations. C'est les mettre sur l'autoroute la nuit, à poil, et au milieu des camions, avec les phares. C'est ça qu'on fabrique en Europe. Et moi, je ne suis pas pour tout de suite dire monter au combat politique. C'est pas ça. Nous, ce qu'on doit faire, c'est déconstruire pour mieux cibler, pour un peu faire bouger
les conforts. Et voilà, c'est la problématique de l'impunité. Il se trouve que même Poutine, même Bachar el-Assad, ils ont peur des procès, ils ont peur des jugements qui commencent, la possibilité du procès. Eh bien, il faut faire une action, comment on va, sérieuse, juridique, tout ça au boulot. Et voilà. Qui tue ces gens? Voilà, c'est ma question. Non, il y a Pascal Bossel, après on fait la pause, et après il y aura une discussion après la deuxième intervention, parce que sinon on n'aura pas le temps de bien expliquer la deuxième intervention. Alors Pascal, vas-y, je me permets de te dire pas trop long. Pas trop long. Oui, je sais pas. Par rapport au grand schéma, ça m'a toujours impressionné, parce que je trouve qu'on se sent particulièrement petit par rapport à ces grands déplacements de population, au niveau historique, etc. Et c'est quand même, tu vois, une articulation entre quelque chose qui serait l'infiniment petit et puis un infiniment grand. Mais au niveau, par rapport à des interventions qui viennent d'être dites, moi aussi je pense que le mot compassionnel me gêne, parce que par rapport à des gens qui ont vécu le traumatisme psychologique, c'est comment il n'y a pas intérêt à être submergé par ces émotions pour arriver à les aider. Donc il faut de fait apparaître comme étant suffisamment présent tout en étant pas submergé. Ce qui est souvent pas facile, mais autrement ça ne sert à rien. Et au niveau de l'infiniment grand, je pense qu'il y a comme des expressions sur ces flux de gens, je crois que c'est des termes strictement insupportables, quoi. Par rapport à, on commence par parler de flux, on commence par parler de masse indéterminée, et on prépare en effet ce qui étaient les crimes de bureau qui ont été faits par d'autres, y compris avant les nazis d'ailleurs. En France, ça existait à l'époque coloniale largement. Et par rapport à ça, c'est que, quand on repense à ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, maintenant toutes les générations sont passées, ça commence à devenir, c'est plus un argument politique, mais quand même, ce qui peut rester au niveau politique et éthique, c'est quel était le moment où on savait que ça allait mal finir définitivement, quelle est la sonnette d'alarme. Le problème, c'est qu'on sait que c'est indécidable. Donc, en gros, en ce moment, c'est à quel point on peut se mobiliser, comment on peut faire, et comment on va pouvoir intervenir aussi politiquement, mais pas en dénonçant tout le monde, mais en vivant les adversaires principaux. En France, il y a 1 million de personnes qui ont voté pour le Front National, donc clairement sur une politique xénophobe. C'est pas tous des brutes, c'est pas tous des gens qui veulent massacrer et noyer les enfants en Méditerranée, mais c'est quand même un signe extrêmement mauvais. On peut quand même penser qu'il y a des autres qui vont vite dans une situation qui est mauvaise. Alors, comment on peut faire entre cet infiniment petit et cet infiniment grand pour se placer de manière active et efficace? Donc, un quart d'heure de pause et nous reprenons le débat.